Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce 9e épisode du Comex. Une gueule à rendre fou n'importe quelle demoiselle, une sexualité décomplexée, une patte droite magique. Et oui, vous l'avez compris, je ne parle pas de David Glusman se pavanant dans les rues de Trouville un sombre week-end de novembre, mais bel et bien du petit prince du royaume David Beckham. Le 4 octobre dernier, Netflix publiait une mini-série documentaire retraçant la carrière de Bex. Cette série, produite par David Beckham et la société de production Studio 99, propriété de David Beckham et dont l'acteur principal pour retracer la vie de David Beckham n'est autre que David Beckham, a tout de suite connu un large succès auprès d'un public international. Tout au long des 4h30 dédiées à la vie du Spice Boys, la série alterne entre carrière professionnelle et histoire personnelle. De ses débuts à Manchester United à sa rencontre avec Victoria Adams, de son échec à la Coupe du Monde 98 à la naissance de son fils, de son incroyable année 99 à son mariage, de sa signature au Real à ses potentielles histoires d'adultère, tout y est. Une série qui retrace parfaitement la vie d'un gamin bien élevé et souriant, propulsé à la une des tabloïds anglais dès son plus jeune âge pour sa belle gueule et ses relations privées. Mais aussi et surtout la vie d'un homme ayant transformé le football et repoussé ses frontières. Dans l'image, d'abord, il y a incontestablement un avant et un après. Bex débarque au milieu des années 90, à une période où le football est avant tout une histoire de duel rugueux entre hommes à la masculinité exacerbée. Et dans cet environnement, Beckham détonne. Ses multiples coupes de cheveux excentriques, ses bijoux, ses chemises déboutonnées, ses belles voitures, ses relations avec des personnalités issues de la pop culture, ce qui n'existait pas avant dans le football est désormais incarné par un homme. Dans le 9e numéro de la revue de l'After, la recommandation permanente, on le rappelle, Jonathan McCarty définit Beckham comme le porte-drapeau d'une métrosexualité triomphante. Une posture qui lui offre d'ailleurs les portes de nombreux contrats publicitaires. Adidas fait de lui sa principale égérie pour des publicités devenues mythiques. Les marques de luxe comme Breitling le sollicitent, sans oublier les multinationales comme L'Oréal ou H&M. Beck est partout et il fait vendre. Au début des années 2000, les tabloïds anglais constatent qu'un titre en une dédié au couple Beckham augmenterait les ventes d'environ 30%. En 2003, au moment de sa signature au Real Madrid pour environ 37 millions d'euros et 6 millions d'euros de salaire, le club organise une tournée asiatique. Les foules se déplacent et Florentino Pérez avouera avoir triplé les revenus marketing de son club et amorti le transfert de son génie anglais en moins d'1 an. Mais la génération que je représente a sûrement oublié trop rapidement à quel point David Beckham était aussi un excellent joueur de football. Du joueur, on se souviendra surtout de cette technique de coup de pied arrêté au style si soyeux et à l'efficacité si rare. Mais le Spice Boy était aussi un formidable joueur qui a su adapter ses caractéristiques physiques au football de son époque et s'appuyait sur un pied droit magique. À propos de son jeu, George Best déclarait d'ailleurs: son pied gauche ne lui sert à rien, il est mauvais de la tête, il ne sait pas tacler, il ne marque pas souvent. À part ça, il est pas mal. Au final, 6 premières ligues remportées, 2 coupes d'Angleterre, une Ligue des Champions, près de 400 matchs avec Man U, 200 avec le Real et une deuxième place au Ballon d'Or en 1999. En 2007, après avoir transformé l'image du footballeur dans le monde et ouvert la porte à un nouveau type de superstar comme Ronaldo ou Neymar, Beckham décide d'agrandir les frontières du football en traversant l'Atlantique pour rejoindre la MLS. Ce transfert inattendu lui ouvrira de nouvelles portes en termes de contrats de sponsoring et de popularité. Tout ça avant 2 dernières pistes juteuses dans la ville de la mode, à Milan, et sous les étoiles et les chèques de Paris. Bref, une carrière de footballeur de très haut niveau menée comme une rockstar et dictée par des intérêts business. David Beckham, les Golden Balls, c'est le sujet de notre 9e épisode du Comex. Et évidemment, toujours en présence de nos artistes. Je le disais d'ailleurs dans mon intro, un petit week-end d'Atroville, le temps de poster sa story aux vapeurs et y déguster d'excellentes moules frites. Parfait pour entretenir le cliché. Sympa la Normandie sous la pluie, David, n'est-ce Si pas? c'était pas moi le vrai Golden C'est là Balls que j'apprends en fait. que David Guzman a donc un Instagram où il poste des stories. Tout à Donc, fait. Et voilà, un c'est Instagram avec la notoriété là, un ça y nom est, ça d'utilisateur. commence. Pas du tout, Ça pas les du tout. dérive de la notoriété naissante de David Guzman, invité 2 fois à l'after la semaine dernière. Génération Le after, nouveau absolument. Jonathan McCarty. c'est c'est vrai. Et si tu savais comment il s'appelle en plus sur Instagram, c'est un régal. Et Mais c'est bon, ça reste Menem entre nous. aussi ou pas? Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je m'appelle Je t'ai Joe pas. Rondin. Jewrondin. Ah ouais, t'as bien choisi ton. Ouais, Je Ah, c'est très je trouve ça fort. assez drôle. Bon, bref, je suis, moi je C'est t'ai très pas. fort, En c'est fait, très fort. c'est Juradin? Non, Jurondin. Ah non, 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 c'est pas Joe Radin, Jurada. attention, attention. Ce serait fou, ce serait fou. Bon, j'enchaîne une nouvelle émission du Comex qui servira d'échauffement avec une semaine d'after et donc plein de nouveaux trolls pour lui. Est-ce que t'es prêt pour la bagarre, Thibaut? Oui, mais je vais changer un peu de manière d'aborder le débat. Je vais arrêter de vouloir supprimer autrui. Je vais essayer de
m'entendre avec lui, c'est à défaut de le comprendre, mais au moins essayer de lui permettre d'exister. Donc, non, j'ai beaucoup changé. D'accord, très bien. Et avec lui, on a eu la déclaration choc de la semaine dernière. Il a confessé donc sur Sud Radio qu'il ne s'est absolument jamais rien passé entre Laetitia Hallyday et lui. T'as quand même l'air d'avoir quelque chose à te reprocher, JB, on va pas se Ah mentir. si, avec ça, je te dis. J'avoue tout, je dirais tout. À toi, je te dirais rien, mais j'avouerai tout. Je sais pas si c'est un si bon parti que ça, Laetitia, moi. Je suis pas sûr. Ah, maintenant que le vieux est mort, il y a de la place, hein, quand même. Hein. Mais elle est lestée de dette, quand Ouais, même. Écoute, Elle ça est se lestée gère tout toujours. court, non? Hmm. Ami l'élégance, bonsoir. Et voici Flo qui revient de Madonna. On parlait de personnes lestées. À toi. Voilà, exactement. On l'avait laissé justement la semaine dernière avec 3 concerts de Madonna. Une semaine après, Flo, on attend évidemment la réponse que tout le monde attend. Est-ce que la dernière chirurgie a tenu? La dernière chirurgie a tenu et Monsieur le Président de la République était là pour en attester. Non, c'est pas vrai. Et oui, avec Madame. Ah, incroyable. Elles ont comparé leur chirurgien ou pas? On reste sur la même classe que le début d'émission du coup. Bon, messieurs, notre 9e sujet du COMEX de la saison, évidemment David Beckham, les Golden Balls. Avant ça, je me permets de faire un petit rappel puisque nous ne sommes évidemment pas aussi riches que David Beckham, nous n'avons pas autant de contrats de sponsoring que lui, donc si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire. Évidemment, ceux qui nous écoutent, les auditeurs, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site internet ou sur nos pages de réseaux sociaux pour trouver le lien de notre cagnotte Hello Asso sur lequel vous pouvez faire des petits dons qui nous sont évidemment très importants et ce serait vraiment super sympa de votre part. Voilà, je vais donner la parole pour ce sujet sur David Beckham à notre ami David Glusman qui va commencer cette émission. Absolument. Donc David Beckham met en exergue lors de son parcours américain, que ce soit en tant que joueur ou en tant que propriétaire de franchise, il met même en valeur le titre d'une de nos émissions, d'une de nos premières émissions, même de la première saison, c'était Perdre maintenant pour gagner plus tard. Perdre maintenant pourquoi? Car quand il arrive en 2007 en MLS après une carrière auréolée de succès en Europe, tout le monde est surpris de son arrivée, que ce soit sportivement, mais aussi économiquement. La MLS n'est pas le championnat qu'on connaît maintenant, qui est un mix entre vieille gloire, mais surtout entre excellents joueurs sud-américains et produits issus de la formation foisonnante des clubs de MLS qui ont vraiment changé de business model. Et quand il arrive, c'est-à-dire qu'il n'y a financièrement pas la place d'accueillir David Beckham. Donc, qu'a fait David Beckham et ses conseillers? Ils ont tout simplement créé une loi. C'est-à-dire que lorsque David Beckham arrive en MLS, il y a ce qu'on appelle la Beckham Rule, donc la loi Beckham, qui a été à l'origine de la création du Designated Player. Qu'est-ce que le Designated Player? C'est que vous savez, comme dans toutes les ligues fermées nord-américaines, il y a un salary cap, un plafond salarial, donc une masse salariale que chaque club, au maximum à laquelle chaque club a droit, à ne pas dépasser. Et pour faciliter l'arrivée de David Beckham et plus tard de footballeurs de renommée internationale, la Ligue, d'un commun accord, de négociation entre le clan Beckham et l'organisme central de la Ligue, décide d'autoriser 3 designated players, donc c'est 3 joueurs dont le salaire n'entrerait pas dans le plafond salarial, dans le but d'augmenter la notoriété de la Ligue et d'attirer d'autres joueurs de même calibre. Ça a relativement bien marché, puisque dans les années qui ont suivi, il y a eu Steven Gerrard, il y a eu Zlatan, il y a eu Drogba, il y a eu Kaka, il y a aussi eu des super gros espoirs sud-américains comme Miguel Almiron, qui joue désormais à Newcastle, Joseph Martinez, qui a marqué plus de 100 buts, notamment avec Atlanta United, qui joue d'ailleurs dans la franchise de Beckham à l'Inter Miami cette saison. Il y a Harry Mukhtar, qui est un très bon joueur allemand qui sort des saisons en double-double, comme on dit dans les sports américains depuis plusieurs années. Donc voilà, David Beckham, il a contribué on m'a parlé de Golden Balls, mais les marketeurs et les financiers parlent plus de high balls, c'est-à-dire de père Dieu. Il a attiré la lumière justement sur la MLS. Pourtant, en arrivant,
il a fait un énorme effort salarial, je dis bien salarial, puisqu'il a divisé son salaire par 5 par rapport au Galaxy, par rapport à son salaire de Real. Mais si lui, son salaire a été réduit significativement, il a bénéficié de tout un écosystème. Donc il a bénéficié à son écosystème, notamment sa femme qui a lancé un show immédiatement aux États-Unis. Il y a aussi AEG qui était actionnaire des LA Galaxy qui a produit la tournée de retour des Spice Girls. Et s'il a été perdant du point de vue salarial, il a lancé c'est même pas une mode, il a créé ce qu'on appelle en finance le profit sharing, c'est-à-dire que la partage des revenus. C'est le premier joueur en MLS qui avait non seulement un salaire, mais il prenait également une part des maillots vendus en MLS. Il avait une part de la billetterie de la MLS, il a une part des crampons vendus en MLS. Il était associé au profit de la MLS. Donc en fait, l'organisation, un seul individu a réussi à faire plier en quelque sorte l'organisation, justement pour le bien de l'organisation. Pour témoigner que ce transfert sort du cadre sportif, celui qui a négocié son transfert, c'est Simon Fuller, c'est le créateur d'American Idol, en fait. Donc ça vous dit un peu dans quel type de contexte Beckham est arrivé aux États-Unis. Et surtout, il y a une petite clause qui est passée complètement au travers, qui est complètement tombé dans l'anonymat au moment de sa signature en tant que joueur au LA Galaxy. C'est la clause de rachat prioritaire pour David Beckham d'une franchise MLS à créer après sa carrière. Il y avait 2 conditions: qu'il reste 5 ans en MLS. Bon, on se surprenait en fait, malgré ses allers-retours à Milan durant la trêve hivernale de la MLS, on se surprenait qu'il reste aussi longtemps. Maintenant, on peut le comprendre. Et il y avait l'autre condition, c'est qu'il ne crée pas de franchise à New York. Donc voilà, Beckham finit sa carrière. Et après avoir justement contribué à faire évoluer la loi, il va profiter de cette nouvelle législation en arrivant en tant que propriétaire. 2014, il lève l'option justement d'achat d'une franchise et décide de mettre Miami, qui était un peu une localisation maudite pour le football. Il y a le Miami Fusion qui avait fait faillite en 2002. À l'époque de la NLS, la Ligue de Pelé, il y avait une équipe à Tampa, une équipe à Orlando, mais il n'y avait pas d'équipe à Miami, qui n'arrivait pas vraiment à s'y implanter. Donc lui, il met quand même 6 ans avec des problèmes, notamment pour avoir un permis de construire sur d'utilisation du stade, qui verra le jour en 2025. Le stade est actuellement en construction. Mais en MLS, on ne peut pas créer une franchise si on n'a pas la certitude, pas à l'ouverture de la franchise, mais à terme, d'avoir son stade en propre, pour ne pas justement dévaloriser le produit MLS. Donc après 6 ans de difficultés, il construit, il lance enfin son équipe et il s'entoure très très bien. C'est-à-dire que pour son premier tour de table, il y a notamment le PDG de SoftBank, qui est un fonds de private equity, donc un gros fonds d'investissement japonais, qui va sortir du tour de table, mais surtout, il s'entoure de qui ? Des frères Mas, de Jorge Javier Mas, qui sont les PDG de Mastex. C'est la seconde employeur hispanique des États-Unis. Et c'est une énorme entreprise qui est cotée d'ailleurs au Nasdaq, qui est dans les conducteurs, donc conducteurs de pipeline hydraulique, de pipeline énergétique et dans les énergies non renouvelables. Et c'est quelqu'un qui avait énormément d'acquaintances justement à Miami et qui lui a permis non seulement de convaincre localement, mais aussi de participer à l'opération de séduction de Messi. Et Messi, c'est la pièce finale du puzzle de l'épopée entrepreneuriale de Beckham aux États-Unis. Messi, pour vous donner quelques chiffres, donc il a bénéficié des mêmes avantages salariaux que Beckham, en allant encore plus loin, dans la mesure où ce principe de profit sharing, lui, il l'étend même à Apple. C'est-à-dire que sur chaque nouvel abonnement télé, il va toucher un nouveau pourcentage. Et c'est également le premier joueur professionnel actionnaire de son club. C'est-à-dire que Messi, pour arriver, on lui a promis 5% de la franchise de l'Inter Miami. Et il aura, comme David Beckham, une option prioritaire pour les franchises futures. Donc,
David Beckham est arrivé à lever avec un prix modique, qu'il est rentré à 25 millions d'euros dans l'Inter Miami. Il a négocié ce prix et au moment où il exerce l'option, je vais vous donner quelques chiffres qui donnent vraiment le vertige. La dernière franchise à avoir été cédée, c'est San Diego qui va arriver en 2025, c'est 500 millions d'euros. Saint-Louis, 2 ans avant, c'était 200 millions d'euros. Et le New York City FC, c'était 100 millions d'euros. C'est-à-dire que pour 25 millions d'euros, il a obtenu une franchise qui vaut désormais quasiment 1 milliard d'euros. Il y a 2 franchises qui sont estimées à quasiment 1 milliard d'euros actuellement. C'est le LA Galaxy, justement, et l'Inter Miami. Et donc, ce que je trouvais très intéressant dans l'aventure de Beckham aux États-Unis, c'est que en étant patient, en acceptant de faire des efforts initialement, que ce soit pour sa carrière sportive et même des efforts financiers, il a réussi à influer non seulement sur la législation, mais également à basculer et à donner et à servir d'exemple pour un joueur, un joueur qui devient justement actionnaire. Donc, il a révolutionné le foot américain 2 fois. Une fois en tant que joueur et une autre fois en tant qu'actionnaire. Donc, est-ce qu'on n'irait pas, et je vais conclure là-dessus, vers un phénomène ballers pour ceux qui ont vu la série, c'est-à-dire qu'une implication de plus en plus active des anciens joueurs dans la détention de franchises, dans l'essor des franchises ou d'équipes et de leur sport. Je pense par exemple à Messi, justement, qui est une option prioritaire. Est-ce que l'argent amassé par Kylian Mbappé va lui servir justement pour contrôler en fait toute la chaîne de valeur et contrôler un club de sport? Je pense également à Karim Benzema, qui pour ses centaines de millions d'euros pourrait tenter aussi de détenir un club. Donc voilà, c'est une ouverture aussi pour la suite. Ouais, je crois qu'N'Golo Kanté a aussi racheté un club de 3e division, si je dis pas de bêtises, je sais plus où exactement. En Belgique. Tu me En corrigeras. Belgique. En Belgique, ouais. En Belgique, c'est Et ça. Sadio Mané a racheté Poitiers. Bourges, c'est pardon, en National 2. Bourges, Ouais. c'est ça. Ouais, exactement. Merci David. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Thibaut qui enchaîne, c'est bien ça? Non, je crois que c'est JB. Non, c'est moi normalement. Non, c'est JB, pardon. Excusez-moi. JB. Alors, Beckham. Beckham, pour moi, c'est d'abord l'un des meilleurs joueurs anglais de sa génération. C'est lui qui a été lancé par Ferguson, protégé par lui, c'est son autre père. Et c'est important de revenir là-dessus parce que c'est quelqu'un qui éclot lors de la Coupe du Monde 98 et qui en même temps est sacrifié immédiatement par son autre idole, qui est Glenn Hoddle, le sélectionneur. Pourquoi commencer par parler finalement de sportif? Parce qu'on l'oublie. Beckham, ça va être un parfait bouc émissaire. Il va devenir l'ennemi public numéro 1 après son expulsion contre l'Argentine. Et suite au mauvais remake de la guerre des Malouines, on va aimer détester Beckham. Et puis il va revenir au sommet 4 ans plus tard avec la sélection anglaise. Il va tomber contre le Brésil. David n'a pas fait tomber Goliath, mais David revit. Et avec lui, on a tous les éléments du mélodrame et d'une certaine tragédie à l'anglaise. L'enfant chéri de l'Angleterre, puis son visage jauni, l'homme qui revient en grâce. C'est celui qui a vécu 1000 vies. C'est pas un Anglais, c'est David l'Américain. Alors, ça fait quoi ce que tu disais justement, David? Et pourtant, il va gagner aucun titre avec sa sélection. Il les aura collectionnés ailleurs. Ça, Thibaut en parlera. C'est le 2e joueur le plus capé de l'histoire de son pays, 115 sélections, 17 buts. Mais c'est aussi un chaînon manquant dans la grande histoire du football anglais. Entre Gascoigne et Kane, c'est ce héros de la working class, pur produit mancunien et en même temps le prototype du footballeur moderne, de talent. L'homme qui fait chavirer l'Angleterre à la fois par ce qu'il fait, mais aussi par ce qu'il est. C'est un phénomène sportif. Et ça, tu le disais en introduction, Val, on a tendance à l'oublier un peu souvent. C'est pas qu'un physique. Et moi, je me suis demandé justement pourquoi on avait tendance à l'oublier. Tu disais que c'était un panneau publicitaire. Moi, je le vois plutôt comme un joueur écran. C'est-à-dire un croisement entre un 4x3, une figure populaire et un mystère. Beckham, pour moi, c'est celui sur lequel on projette tout. Alors, il y a tout qui colle sur lui, mais il n'y a rien qui reste. On a beau le regarder, on a du mal à le connaître. On a beau le regarder complètement, on a beau l'avoir vu sous tous les angles. Finalement, on ne sait pas qui il est. Il nous empêche de voir au travers. Il va renvoyer la lumière. Et pourtant, son visage, il s'est littéralement imprimé dans nos cervelets. C'est l'homme de son temps, dans une certaine mesure. Il aurait fasciné Roland Barthes. Il est omniprésent.
Son visage, finalement, c'est le meilleur résumé de ce que nous sommes. Et en même temps, on ne sait pas qui il est. Quand on regarde Beckham, ce qu'on voit, c'est un de ses avatars, un de ses hétéronomes. Beckham, c'est le pluriel. C'est l'homme sans visage. C'est le crâne rasé, c'est le 7 de l'Angleterre, c'est le père attentionné, c'est le Spice Boy. C'est tout ce qu'on voit dans la fameuse série de 4h30. J'ai pris un vrai plaisir à le regarder. C'est aussi le propriétaire du club de Miami, hein, et donc le patron du petit homme argentin que nous aimons tous détester également. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il va renvoyer quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'insensé avec Beckham, c'est que plus on parle de Beckham, moins on parle du terrain. Et il faut faire finalement un effort absolument incroyable pour se rappeler de ce qu'il a été. Alors le joueur, parfois, en a joué, hein, d'autres fois, il s'est effacé, comme lorsqu'il a quitté Madrid pour LA. Il s'est parfois perdu. Mais Beckham, pour moi, ça reste un cas à part. Depuis son émergence footballistique, il a constitué, avec Victoria, plus que n'importe quel autre joueur de foot avec lui. Alors, il est devenu le second couple royal d'Angleterre, mais il est devenu surtout plus qu'un joueur. C'est devenu un prénom, un phénomène, un symptôme, mais aussi un symbole. C'est un support de mythologie, Beckham. C'est un miroir générationnel aussi. Chez nous, celui qui pourrait y ressembler un peu, et encore de très très loin, c'est Zlatan. Beckham, il a continué finalement la légende des 7 de Manchester. C'est Best, c'est Brian Robson, c'est Eric. Il a poursuivi finalement leur histoire, comme s'il avait apporté un héritage avec la malédiction qui l'accompagne. Et en même temps, c'est une créature médiatique unique, hybride. C'est un personnage de soap opera, on a l'impression qu'il sort d'une sitcom en permanence. On pourrait aussi bien le projeter dans Les Feux de l'amour que dans House of Cards. C'est une sorte de phénix médiatique. Il meurt, il renaît, et finalement, Beckham, c'est un archétype. Pour moi, Beckham, c'est David, c'est le Spice Boy, mais c'est aussi Golden Balls. On a l'impression qu'il réussit au fur et à mesure qu'il multiplie les identités et les activités. C'est pour ça que la série Netflix était intéressante. Nous, on l'a découvert, Beckham, autrement lors de ses derniers matchs au PSG. On l'a vu pleurer à Paris, mais aussi à Miami. Et c'est finalement le premier footballeur qui a exclu le sportif des terrains pour construire un personnage différent. On est loin d'un Maradona, d'un Socrates ou d'un Mutique comme Zidane. Ce qui est assez intéressant, c'est que le joueur écran là, il est à la fois un réceptacle et un reflet de nos envies. C'est la marque d'une fracture pour moi dans le foot moderne. C'est qu'il a accompagné l'avènement de l'APL et le football du nouveau millénaire. C'est le premier footballeur des années 2000, finalement, à avoir imposé sa vie en dehors des terrains avec un narratif complètement différent. On a l'impression qu'il a écrit finalement sa carrière et sa trajectoire comme un scénario de major américaine. Avec lui, il y a toujours quelque chose qui se produit, il y a toujours quelque chose à l'affiche. On ne sait pas s'il maîtrise, s'il subit ou si finalement il a besoin d'aller plus loin. Et ce qui est assez intéressant avec lui, c'est que en même temps, il est devenu un segment de clientèle, une sorte d'early adopter et de prescripteur universel. Il a devancé la figure de l'influenceur et à lui tout seul, il a créé une catégorie marketing, une cible. Alors, tu parlais des métrosexuels Val, mais on est dedans. Aujourd'hui, on ne peut pas penser le footballeur sans penser à Beckham. C'est devenu finalement l'icône, le modèle, bien loin de ses frasques avec Victoria. Ce qui me fait dire que Beckham, c'est quelque chose d'autre, c'est qu'il est de la classe 92 comme l'APL, mais il a inauguré finalement un autre football, celui à venir des réseaux, avec les bases inspirationnelles finalement de sa vie hors terrain et son lot de mise en scène sur et en dehors des terrains. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont copié, de Ronny à Neymar en passant par Mbappé, mais finalement, ce qui est assez fou avec lui, c'est qu'il reste passionnant. Même quand il a achevé sa carrière, et ça fait déjà 10 ans, il est resté omniprésent. Et aujourd'hui, on peut le dire, Beckham, personne ne le connaît vraiment. Merci JB. Et Thibaut, je te laisse la parole cette fois-ci. Alors, oui, je suis content qu'on parle de David Beckham. Évidemment, à partir du film qu'on a, je crois ici tous vu, je recommande nos auditeurs à aller le voir. Aller le voir dans leur salon, quoi. Aller le voir sur Netflix. Alors, je regardais justement, c'est marrant, je regardais qui était le réalisateur du documentaire. Vous savez qui c'est le réalisateur? Oui, c'est Steven Fisher, Fisher ça, Stevens, de Succession. qui est le mec qui joue dans Succession, Ah, j'étais pas sûr. le directeur de com.
et qui a obtenu apparemment un Oscar pour de meilleur documentaire en 2009. Et donc c'est marrant que ce soit un des mecs de Succession, excellente série aussi, Ouais. qui n'est pas forcément un homme de football. Enfin bon, bref, c'était pour l'anecdote. Autre anecdote, pour démarrer un peu, rappeler l'arrivée de Beckham en 2003 au Real. Dans le bouquin de John Carling, qui est d'ailleurs interviewé dans le film, c'est le journaliste anglais, là. Très grand journaliste anglais qui est de football, mais surtout de politique et politique internationale, qui a écrit notamment Invictus, le fameux film sur la Mandela et la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Là, c'est dans un livre qu'il consacre au Real, qui s'appelle White Angels, dans lequel il revient sur la période 2002, le moment où le Real change de modèle, qui est une sorte de livre un peu de, j'ose pas dire de promo, mais inside du Real, où il a accès à absolument tout le monde. Donc c'est C'est passionnant parce l'époque que c'est... Zidane y Pavones, c'est ça? Ouais, c'est ça, à l'époque, C'est Zidane ça. et Pavones. Et lui, il va avec son œil toujours un peu décalé, très anglais, très intelligent. Vraiment, c'est vraiment un mec brillant, John Carlin. C'est ce que le journalisme fait de mieux. Malheureusement, des profils comme lui, il n'y en a pas en France. Non, mais quand c'est double compétence, l'intelligence, il y en a, mais c'est une sorte de Patrick Cohen mélangé à Daniel Riolo, quoi. C'est une espèce de mélange un peu étrange. Bon, bref, physiquement, c'est un peu chaud. Il vit d'ailleurs à Casteldefels, il vit à Barcelone, j'ai été le rencontrer une fois. Bon, ce mec raconte sa vie, c'est vraiment passionnant. Donc, il raconte qu'au moment où Beckham est annoncé, par la presse espagnole, par la Cadena Ser, ça fait un moment que la chose est dans les tuyaux, si je puis dire. Il raconte notamment les négociations, le rendez-vous entre José Ángel Sánchez, directeur général du Real, et Peter Kenyon, qui était à l'époque directeur général du Manchester United, le dirigeant mythique du football britannique, où les deux se retrouvent en Sardaigne, donc ils choisissent un terrain un peu neutre, dans lequel ils seraient un peu à l'abri pour négocier. Et José Ángel Sánchez raconte à John Carlin que Peter Kenyon arrive et voilà, ils discutent, alors ils font un peu semblant de quelques amabilités, et Peter Kenyon lui annonce d'avoir un prix de transfert. Et Peter Kenyon lui annonce que ça va être très cher, que ça va être très cher. Il lui annonce un prix, et José Ángel Sánchez hallucine. En fait, il lui propose 35 millions d'euros, ce qu'il appelle, Sanchez il appelle peanuts, vraiment, c'est pour l'époque. Et donc, sauf qu'il veut pas montrer à son interlocuteur que l'autre est en train de faire une offre au rabais, parce qu'il a payé Zidane 75, Figo 60, à l'époque c'était déjà des sommes importantes. Et il appelle Florentino Pérez, et il dit à Pérez, c'est incroyable, il m'a proposé 35, en plus j'ai réussi à le baisser, on est passé à 30, plus 6, tu l'as dit tout à l'heure, le montant exact, je m'en souviens plus. 37, 37. exactement. Florentino Aux Pérez, alentours de premier 37, réflexe, ouais. il lui dit baisse plus, parce que finalement, si le mec est pas, tu vois, si le mec est prêt à baisser, il faut continuer, tu vois. Puis il lui explique, il dit non, mais combien tu l'évalues, toi, Beckham, à l'époque? Il dit, moi, je l'évalue à 500 millions. Parce que c'est la première fois où on a un joueur qui va nous ouvrir des marchés dans le monde entier. C'est la première figure. Et José Ángel Sánchez, il est d'ailleurs toujours directeur général du Real, c'est la tête pensante du Real. C'est un mec qui voit l'avenir, quoi, qui a travaillé longtemps dans les jeux vidéo. Enfin, maintenant, il a fait plus longtemps qu'il est dans le football que dans les jeux vidéo. Et lui voit tout de suite que Beckham est un énorme asset pour le Real. Parce qu'il va à la différence des autres, il transcende complètement le football. Et pour lui, l'acheter 35 millions d'euros, alors que la valeur pour lui est de 500 millions d'euros, c'est évidemment une occasion incroyable. Donc Pérez cède. Arrive une réunion dont je parlais tout à l'heure avec donc le jour où il est annoncé dans les médias. À ce moment-là, Pérez et Sanchez sont en réunion avec les directeurs d'Audi Espagne et je crois aussi le PDG d'Audi Monde pour signer le premier partenariat du Real avec Audi. Ils sont en retard parce qu'ils sont au téléphone, etc. Et à ce moment-là, les dirigeants allemands se rendent compte de la nouvelle. Et Sanchez raconte que à la première offre, enfin non, les dirigeants allemands racontent que la première offre qui était de 100 pour être le partenaire officiel, sans même avoir entamé la moindre négociation, est passé à 150 dans la minute de l'arrivée de Beckham.
C'est-à-dire que le seul fait de la présence de Beckham avait déjà augmenté de 50% l'offre d'un nouveau sponsor. Alors qu'ils étaient arrivés en retard, la négociation n'avait même pas commencé, qu'ils étaient déjà prêts à sortir le chéquier. Beckham, c'est ça. Beckham, c'est quand il arrive en Espagne, c'est une espèce d'explosion mondiale dans un Real qui était encore un club de sport, si je puis dire, encore un club de football, qui venait de gagner la Ligue des Champions l'année précédente, et qui était encore sur une politique qui était de ramener les plus grands joueurs du monde. Donc Zidane, parmi eux Figo. Et avec Beckham arrive l'idée qu'un grand joueur n'est plus simplement un joueur qui gagne des titres ou fait gagner des titres, mais aussi a une grande notoriété indépendamment de son titre. Et donc quand Beckham arrive, le Real change de dimension, et ce qui est paradoxal dans le passage de Beckham au Real, c'est qu'il gagne très peu de titres en réalité. C'est le début de la décadence. C'est le début si je puis dire, de la décadence du Real, en tout cas de la décadence de ce modèle économique des Galacticos, inventé par Pérez et Sanchez, qui reprenait les maximes de Santiago Bernabéu lui-même, qui avait déjà monté ce type de choses dans les années 50 avec Copa, Gento, Di Stefano, Santa Maria, etc., qui étaient déjà les Galactiques de l'époque. Lui, avec ce modèle économique de rassembler les meilleurs joueurs du monde, l'arrivée de Beckham est à la fois l'apogée de ce système-là, mais aussi ce qui va précipiter sa chute, parce que quelques années plus tard, 2 saisons plus tard, Florentino Pérez démissionne. Et donc Beckham, en 2003, il gagne la Supercoupe d'Espagne, et après rien. Le Real finit 4e, le Real entre en décadence, Zidane s'arrête, et arrive Capello. D'abord, Pérez démissionne et arrive Capello avec Calderón. Et là, à ce moment-là, on le voit bien dans le docu, c'est très marrant. Beckham est tricard, en fait. Beckham est sur le côté. Et il a une attitude incroyable, en fait, pendant toute sa période où il est mis sur le banc, parce que, évidemment, Capello, Beckham, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Il n'est pas vraiment en heure de sainteté, surtout que le Real change de profil. Il arrive Mamadou Diarra, arrive Ruud van Nistelrooy, donc arrivent des joueurs qui sont plus là non plus pour briller, mais pour travailler. Il est plus vraiment à la mode, Beckham, à ce moment-là. Et il disparaît de l'équipe titulaire sans jamais se plaindre, sans jamais rien dire dans la presse, au point même de travailler d'arrache-pied et de convaincre Capello, et que les joueurs même, et dans le doc, il s'est rappelé que les joueurs eux-mêmes demandent, alors que le Real est en difficulté, il a une dizaine de points de retard sur le Barça, les joueurs vont demander à Capello de la réhabilitation de Beckham, et Beckham revient, et il gagne cette Liga-là, c'est la seule qu'il gagne en Espagne, la Liga de Capello, comme ils disent en Espagne, pour ensuite partir au Los Angeles Galaxy. Et il y a tout Beckham dans cette saison-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté, l'image qui le transcende complètement, qui le dépasse complètement, dont il est parfois victime, mais en même temps l'incroyable footballeur qu'il était, l'incroyable caractère de Beckham. Et c'était vraiment un joueur qui fait une transition entre vraiment 2 époques du football, l'époque où il y avait encore que les footballeurs, et où ensuite l'époque où les footballeurs sont devenus aussi des influenceurs. Et tu l'as dit, JB, tu as parfaitement raison, Beckham est peut-être le premier influenceur et le dernier grand joueur. C'est une figure très importante, mais il ne faut jamais oublier qu'il avait un pied droit absolument exceptionnel, une technique de coup franc. J'ai rarement vu ça depuis le Bernabéu, on le voyait, c'était extraordinaire. Parce que pour arriver à tirer les coups francs au Real, quand tu avais Figo, Zidane devant toi, il fallait quand même. En plus, il n'avait pas les plus faciles, hein. Et Roberto Carlos, il n'avait pas les plus faciles. Donc voilà, donc un grand joueur, et le film est, je crois, assez à la hauteur du joueur, pour une fois. Merci beaucoup Thibaut. Classique, nous gardons notre programme habituel et je vais laisser Flo faire une petite pause, enfin nous laisser respirer un petit temps et nous présenter les articles et revues qu'il a aimés cette semaine. Ouais, effectivement, une pause, je sais pas, parce qu'une 3e émission consécutive en 3 semaines, ne mentons pas aux nombreux auditeurs, on sent qu'on était un peu à court sur le thème de cette émission ce soir. Non, mais c'est vrai. Un philosophe, un banquier économiste et un expert en géopolitique, tout ça pour finir par parler chiffon et caleçon de la plus grande pop star du foot. Bon, autant prendre Daniel Leclerc et Pierre Ménès comme consultants si c'est pour débattre de ce genre de sujet.
Non, mais c'est clair, le niveau baisse, c'est incontestable, messieurs. À ce rythme, on va finir la semaine prochaine avec une émission pour savoir si Antoine Griezmann est meilleur avec les cheveux courts ou cheveux longs, n'est-ce pas, Val? Ouais. Après, faut reconnaître Y a pas de débat, y a que pas la de débat. trajectoire du garçon du sujet du jour est plutôt folle. Passer des faubourgs de Manchester au faste de Los Angeles pour finir en icône et sex symbole, c'est fort. Ça me fait penser à un autre David, passé de l'Aisne à Neuilly. Bon, le problème, c'est qu'il est resté sex symbole uniquement en Picardie. Il n'empêche, qui de mieux pour évoquer Manchester qu'un homme au parcours semblable à David Beckham. Et oui, notre David à nous est de retour en même temps que la revue de l'After. Ah, quel plaisir de retrouver notre banquier économiste préféré, le Jacques Attali du ballon rond, dès les premières pages de son 11e numéro. Avec cette question d'entrée pour ouvrir son article, quel est donc le point commun entre les Girondins de Bordeaux et Manchester United? Bon, c'est vrai que vu de loin, le point commun entre les deux clubs ne saute pas aux yeux, mais c'est là que David est clairement au-dessus et nous apporte son expertise si précieuse. 3 lettres qui résonnent comme une nouvelle menace sur le football, le LBO, qui est à peu près au foot ce que le LBD est aux manifestants. Un système d'acquisition à effet de levier qui consiste à acheter une entreprise en finançant par de la dette très chère avec des intérêts très élevés. Un investissement initial finalement remboursé, dans le cas de Manchester, par la famille Glazer chez les Red Devils, au détriment du sportif comme on le sait malgré un business toujours aussi fleurissant. À l'inverse, largement, des exemples lillois et bordelais portés par le maître français du LBO, Gérard Lopez, ou plus récemment John Textor à l'Olympique Lyonnais. Mais c'est finalement bien en Angleterre, pourtant royaume du capitalisme, que la Première Ligue a finalement interdit l'usage de ce mode opératoire, contrairement à la Ligue 1. Bien plus léger et bien moins cher, je vous propose de continuer sur Manchester Cheap Canal pour accoster à Liverpool, qui n'a pas eu besoin de LBO ou de s'endetter pour s'offrir les services de Mo Salah, véritable légende sur les bords de la Mersey, mais qui semble être retombé depuis dans l'indifférence malgré des stats toujours aussi folles. L'Égyptien, dernier membre du trio magique qu'il formait avec Mané et Firmino, avait affolé l'Europe au terme de sa première saison 2017-2018 déjà, achevé avec 44 buts en 52 matchs, auxquels succéderont ensuite une Ligue des Champions puis un titre de champion d'Angleterre. Toujours aligné sur l'aile droite, l'ancien romanista reste pourtant l'attaquant le plus prolifique d'Angleterre derrière le cyborg Erling Haaland et s'apprête à dépasser la barre des 150 buts en championnat et par la même occasion d'entrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue. Une indifférence face à de telles performances malgré l'admiration que suscite celui qui est entré dans la légende Scousers. Mais dont l'œuvre semble vouée à n'être jugée qu'à sa véritable valeur que lorsqu'il n'y aura plus de toile à peindre, comme l'écrit Philippe Auclair pour le compte d'Eurosport. Ce qui ne doit, encore une fois, en aucun cas nous empêcher de nous frotter les yeux pour réapprendre à voir ce qui doit les éblouir. On quitte le film, messieurs, pour revenir en France, où vous avez sûrement vu passer la mode de la semaine dernière, les stades par IA. Un concept qui a fait fureur sur les réseaux sociaux la semaine passée, mettant en avant la culture d'un club, d'une ville ou d'une région, à travers le design d'un stade fictif. Dommage que le réalisme n'ait pas été poussé à son maximum. J'aurais bien vu un stade de Nice en forme de bouteille d'eau, celui de l'Olympique Lyonnais avec une croix celtique ou encore un Parc des Princes en mode Club des Noirs. À tel point, messieurs, un succès à tel point que certains supporters de France râlent sur les réseaux sociaux auprès de la LFP, face à l'absence de stade fictif pour leur club de cœur. Je pense notamment à nos amis auxerrois, dont la région n'est pas forcément connue pour sa culture, mais pour d'autres aspects bien moins glorieux. C'est vrai qu'un stade en référence à la camionnette d'Émile Louis, c'est légèrement moins Instagram. Un autobus. Un autobus, ouais. Bon, on enlèvera les personnes handicapées en tout cas. Jeunesse toujours, en tout cas, avec cet article de Timothée Pinon dans les colonnes de l'équipe qui nous plonge dans la pépinière espagnole du foot saoudien. La Saudi Future Falcons, une académie ultra moderne basée à Salou, où l'Arabie Saoudite développe ses meilleurs jeunes. Une sorte d'INF Clairefontaine délocalisée pour permettre aux jeunes talents de progresser, grâce notamment à l'organisation également de l'Al Abtal International Cup, financée en grande partie par le ministère des Sports saoudien et son office du tourisme. Une compétition devenue une véritable référence chez les moins de 19 ans avec la participation de quelques-uns des meilleurs centres de formation d'Europe, jusqu'à faire de l'ombre à la Youth League. Une structure de haut niveau, où il n'est pas question de discuter sport washing ou de droits de l'homme, mais où tout est fait pour rassembler les plus talentueux jeunes saoudiens. Le sport comme façade une fois de plus pour cacher la réalité d'un régime autocratique, ça marche. Alors du côté des entraîneurs européens payés grassement et qui travaillent pour le complexe, on fuit le sujet comme pour éviter la bourde. Un peu comme celle qu'a pu faire l'autre jour le toujours aussi frais Joe Biden, qui se rapproche d'ailleurs de plus en plus de son entrée dans mon nécroloto, en qualifiant Xi Jinping de dictateur peu avant une rencontre au sommet entre Chine et États-Unis la semaine dernière. Sacré sens du timing, Joe. Le type serait presque capable de demander des invitations à Pierre Ferracci pour entrer à Charletti. Faut suivre, Joe. On a dit que c'était gratuit. Gratuit. Ça, c'est la force de notre Ligue 2. Et c'est pas Vincent Labrune qui dirait le contraire. Bon.
Ceci dit, même si c'est gratuit et plein, c'est pas pour ça qu'on s'y emmerdera pas. C'est en tout cas ce qu'écrit Thibaut dans son édito hebdomadaire pour le site de l'After Media. Car malgré une fréquentation record, notre Ligue 1 deviendrait bureaucratique. Entendez par là qu'il existe une corrélation inverse entre les attentes et la satisfaction des fans, et que plus on attend quelque chose, moins on semble pressé d'y répondre. Le symbole donc d'une bureaucratisation galopante qui, sans réaction, finira à nous conduire vers l'indolence et la déconnexion émotionnelle entre l'homme et la tâche qui développe. Comme si le foot, finalement, devenait une banalité. De banalité à Nancy, il est bien évidemment question lorsqu'il s'agit de nommer un nouvel entraîneur, alors que Pablo Correa a été nommé coach principal pour la 3e fois en à peine 20 ans. Belle perf pour le Jacques Vendroux de Marcel Picot qui découvre au passage un 3e échelon avec le club lorrain en temps de passage. Enfin, on termine notre revue de la semaine en Angleterre, on revient sur les rives de la Mersey, où Everton vient de subir donc une suspension de 10 points pour avoir enfreint les règles financières de la Première Ligue. Les Toffees ayant perdu plus de 125 millions de livres entre 2019 et 2022, alors que le déficit autorisé par la Ligue sur 3 saisons s'élève à 105 millions de livres maximum. De quoi faire peur surtout à Manchester City, coupable de 115 infractions au règlement financier de la Première Ligue, selon l'enquête toujours en cours. Et qui pourrait craindre jusqu'à la relégation automatique, comme l'explique Oliver Kay dans The Athletic. En Angleterre, non, on ne rigole pas avec le dopage, même financier. De quoi donner des idées à nos politiques français, particulièrement au sénateur Joël Guerriot, soupçonné d'avoir drogué une députée afin de commettre un viol ou une agression sexuelle, et fort heureusement suspendu depuis le début de l'affaire. On espère en tout cas pour les avocats de Manchester City une meilleure défense que celle du sénateur, qui s'est défendu en expliquant avoir versé le contenu du sachet de drogue offert lors de l'élection, comme si c'était normal, dans un verre de champagne sans le boire. Le tout après avoir été chamboulé par le décès de son chat. Malheureusement pour lui, les examens sanguins sur la députée et victime Sandrine Josson ont quand même révélé la présence d'ecstasy et de MDMA. Bon, je ne sais pas vous, mais moi je vais finalement reprendre un petit peu de LBO avec tout ça. Merci beaucoup Flo. Pour cette nouvelle revue de presse, on partagera évidemment tous les articles que tu... Pablo Correa était beaucoup plus vieux. En fait, il est pas si vieux que ça. Il n'a même pas 60 piges. Il a 56 ans, ouais, je crois. 56, ouais. Mais ça y est, j'ai vu, il s'est rasé complètement, alors qu'avant, il avait toujours ces quelques petits poils qui lui traînaient sur le canot. Ouais. Et là, ça y est, il a complètement rasé, là. Mm. Bon, enfin, ça fait plaisir de le retrouver. Après, En tout cas, c'est une bonne analyse, hein, Val. Une belle analyse. Ouais. Attends, capillairement parlant, il faut que... Et je vous avais dit avec Griezmann au début, il est très chaud sur le capillaire. Ouais, mais ça, c'est une vraie théorie. C'est a toujours été le futur chauve. beaucoup plus fort avec le... Bon, j'ai un peu de marge pour l'instant. Ouais, t'as de la marge. C'est comment chez toi Ça va, c'est... Pour l'instant, je suis pas mal. Disons que je suis pas le pire, en tout cas, dans cette conversation. J'ai un petit peu de marge. Je vous laisse savoir de qui je parle. Côté, donc ça me sens non, moi, je suis bientôt foutu, mais bon, c'est pas très grave. Bon, messieurs, petit résumé de ce que vous avez dit, rapide pendant cette première partie. David, tu mets en valeur l'idée de perdre maintenant pour gagner plus tard, qui est évidemment la philosophie de David Beckham, notamment au moment où il arrive en MLS, qui à l'époque était un championnat complètement différent financièrement notamment, puisqu'il n'y avait pas la place pour David Beckham, qui en a donc profité pour créer une loi, la loi du designated player, qui permet à 3 joueurs d'une franchise de MLS de pas entrer dans le plafond salarial voulu par le championnat à l'époque, justement pour promouvoir le championnat, ce qui a ensuite ouvert la porte à plein d'autres joueurs comme Ibra, Pirlo, Kaka, et que pourtant à son arrivée, David Beckham a divisé son salaire par 5, mais a pu bénéficier d'un écosystème beaucoup plus important, avec notamment la production de l'émission de sa femme, le retour de la tournée des Spice Girls, et aussi obtenir des parts notamment dans les profits de la MLS, ce qui lui a permis d'obtenir énormément d'argent ensuite, et notamment de mettre en place une clause de rachat prioritaire d'une franchise à créer à condition de rester pendant au moins 5 ans en MLS, et donc c'est comme ça qu'il a réussi à créer cette franchise de l'Inter Miami avec des fonds et des PDG de Mastech notamment. Et tu estimes que c'est un joueur businessman précurseur qui a provoqué une double révolution en tant que joueur puis en tant que propriétaire, et tu t'interroges ensuite sur savoir si les joueurs ne vont pas devenir propriétaires de clubs ou de franchises à terme, en tout cas des très grands joueurs. JB, tu parles du fils spirituel de Fergie comme un bouc émissaire sportif. On va aimer le détester jusqu'à ce qu'il redevienne un héros, notamment après la Coupe du Monde 98, enfin redevienne un héros à partir de la Coupe du Monde 2002 pardon. Tu dis que c'est un héros de la working class et précurseur du football moderne, et tu parles de joueur écran. On projette tout sur
lui, mais il n'y a rien qui reste. On ne sait pas qui il est. On connaît son image sans vraiment le connaître. Tu parles de l'homme au sans visage et qui va renvoyer quelque chose d'assez insensé. On doit faire des efforts pour se rappeler du joueur alors qu'il est une superstar mondiale. Tu définis Beckham comme un support de mythologie. Il a continué par exemple la légende des 7 de Manchester United et en même temps il est devenu le premier footballeur à exclure le sportif pour créer un autre personnage avec un narratif différent. C'est le premier footballeur du nouveau millénaire. Il a devancé la figure de l'influenceur en créant une filiale marketing. Et toi, Thibaut, tu parles de l'arrivée de David Beckham, notamment au Real en 2003. Tu cites évidemment cette anecdote racontée par John Carling des négociations de son transfert amorcé aux alentours de 35 millions d'euros et qui ont permis directement à Florentino Pérez de renégocier un contrat avec Audi passant de 100 à 150 millions d'euros. Et pour toi, Beckham arrive avec l'idée qu'un grand joueur n'est pas forcément un grand footballeur. Qu'un grand footballeur. Il y a un changement de dimension au Real à ce moment-là, mais un changement qui va être un fiasco, un transfert qui va être un fiasco aussi, puisqu'il n'y a pas de titre, notamment les premières années, jusqu'à l'arrivée de Capello, où Beckham est réhabilité et gagne le titre, et tu estimes que c'est typique de l'image de Beckham qui est dépassée par son image, mais qui est évidemment un immense joueur de football. Et voilà, c'est à peu près tout ce que vous disiez sur cette première partie, et je vais vous laisser justement en rajouter un petit peu plus en débattant un petit peu de tout ce que vous avez dit pendant cette première partie. Et du coup, je vais redonner la parole à David. Moi, j'ai une question très ouverte, et c'est une question que je me suis souvent posée d'ailleurs tout au long du documentaire. Est-ce que vous pensez que Beckham aurait eu la même résilience et aurait connu la même carrière avec une omniprésence des réseaux sociaux comme maintenant? Notamment, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu surmonter le traumatisme de la Coupe du Monde 98 à l'ère des réseaux sociaux? Parce que c'est vrai que là, pendant un an, en fait, il a été vilipendé et traqué partout en Angleterre, dans le pays des tabloïds, mais ça restait quand même des supports papier, c'était ce qu'on appelle des phone-in en Angleterre, en fait, c'est des standards téléphoniques, des micros ouverts, des standards téléphoniques, Talksport, l'After d'ailleurs le font encore, mais est-ce que vous pensez que vraiment il aurait pu connaître en fait cette régularité sportive et il aurait surmonté en fait tous les écueils à l'heure des réseaux, à l'heure actuelle? Est-ce que c'est encore possible en fait d'avoir Moi, je pense que ce qu'il dit dans le film, qu'en réalité, ce qui le gêne, au-delà du fait que un pays entier te déteste, ton propre pays, tout le monde te déteste, c'est on appelle ça, l'immixtion des paparazzis, en fait. C'est l'idée que ils viennent s'imposer à toi dans ta vie privée. C'était ça qui rendait la chose plus insupportable, parce que, à la limite, si c'est dur, tu t'enfermes, t'éteins tes réseaux, et puis c'est terminé. Là, ce qui était difficile, c'est effectivement de ne pas avoir de vie privée. Je pense que c'est ça qui est, à mon avis, le plus compliqué, le plus douloureux pour lui, au-delà du fait que les Anglais ne l'aiment pas ou le détestent. Je pense que les réseaux sociaux, à mon avis, n'auraient pas accentué la chose. Je pense que ça aurait été pareil. Je ne dis pas que c'est marginal, mais pour un personnage comme ça, qui était déjà très, très connu, de toute façon, il n'aurait pas été sur son Instagram, quoi. Je me vois mal aller sur Instagram, David Beckham. C'est pas, moi j'y vais pour poster des. Arrête de te comparer à David Beckham, David, c'est pas possible ça. Non, mais pourquoi tu vas sur les réseaux sociaux quand tu vends des trucs, toi t'es influenceur, tu vends des sacs à main, mais quand t'es un mec comme Beckham, pourquoi tu vas Non, mais aller c'est sur pas que toi Instagram, après, Thibaut, c'est aussi Je ta veux pas que famille. les gens. Tu sais, il y a une théorie, c'est une théorie d'un anthropologue qui disait que, en fait, plus tu t'enrichis, plus tu gravis l'échelle sociale, plus tu passes ta vie à te séparer des autres, en fait. Ah bah oui, non, mais ça c'est évident. Tu veux plus du tout être au milieu de ces gens. Non, mais c'est Des vrai. hôtels privés, t'enfermer dans des lotissements, avoir des voitures où t'es tout seul, etc. Et Beckham, c'est pas un mec qui va se précipiter sur les réseaux sociaux pour se faire de Non, nouveaux mais copains, en fait, je te parle aussi essentiellement par rapport à sa famille, en fait, si tu veux. C'est pas que par rapport à lui, c'est par rapport à ses enfants, c'est par rapport à sa famille. Et c'est surtout ça, en fait. Quand tu vois un joueur qui est victime des réseaux sociaux, c'est pas forcément lui, c'est essentiellement, en fait, sa famille, ses enfants, c'est essentiellement l'entourage. Et Moi, je pense qu'en termes de violence psychologique, il aurait eu à subir finalement une marée comparable à ce qu'a pu subir Neymar, par exemple. Et je suis pas sûr que derrière, tu puisses te retrouver dans la même situation. Il a pris cher, tu le vois. Moi, ce qui m'a surpris dans le documentaire, c'est sa vulnérabilité. Tu sens qu'il a essayé de tout contrôler, et tu le vois dans la manière qu'il a de gérer les costumes. C'est-à-dire qu'il essaie d'avoir la maîtrise sur ce qui est possible de maîtriser. Et ça, c'est les tocs que tu développes pour
qui peuvent être aussi derrière le résultat de problèmes psychiques Il relativement finit quand même lourds. par faire Ah du bah, miel, ce, le mec. ce sont, ce sont des symptômes typiques du dépressif, du maniaque obsessionnel, tic maniaco-obsessionnel. Mais ça, c'est effectivement connu. Moi, je connaissais cette histoire-là. Je savais mais beaucoup de joueurs de haut niveau sont comme ça, précisément pour ça, parce qu'ils contrôlent, ils essaient de contrôler le plus possible. Je disais l'interview de, j'ai oublié son nom, j'ai posté sur le joueur de la Real Sociedad là, qui était dépressif. Je ne veux pas écorcher son nom, donc c'est un nom basque, je ne m'en souviens plus. Bref, Ilaramendi, Aberraqui. qui était. Non, C'est pas en Ilaramendi, 2003. Zubimendi? Non, en 2003. C'était un joueur qui a joué avec Sou Denouex et qui racontait qu'il avait ce genre de tic. Notamment, il avait la peur panique des maladies. Et un des symptômes un des symptômes de la dépression, ça a été non seulement d'avoir tous ces tocs-là, c'est-à-dire qu'il se lavait 5 fois les mains, bien avant le Covid. Il faisait 4 allers-retours en sortant de chez lui pour vérifier que la porte était bien fermée. Ça a été le moment où ces tics-là n'étaient plus vivables. Comme par exemple. Gurruchaga. Voilà, Gurruchaga. Je connais. Gurruchaga, qui a ensuite est devenu humoriste aussi en Espagne. Il a une trajectoire un peu marrante. Et qui s'est fait corrompre par Jean-Pierre Bernès aussi, Gurruchaga. Gurruchaga, c'est argentin. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'il raconte que notamment au moment des célébrations du presque titre de la Real Sociedad qui finit deuxième de cette Liga 2003, d'ailleurs 2003-2004, 2002-2003, 2003-2004. En fait, il attend qu'une chose, c'est de rentrer chez lui. Il attendait qu'une chose, c'est que la Real ne gagne surtout pas ce titre pour ne pas être en contact d'une marée humaine qui risquerait de venir s'abattre sur lui. Et donc il rentre chez lui, et c'est à ce moment-là, lui qui était il a été élevé à la Real Sociedad, il a grandi là-bas dans toutes les catégories infantiles. Et c'est à ce moment-là que le TOC devient insupportable parce qu'il se rend compte qu'en fait il est content que son club perde. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il est dépressif. Là, la différence avec Beckham, c'est que ces tics-là lui permettent de maintenir une part de contrôle sur son existence et ne semblent pas être invivables du tout. C'est même plutôt du folklore en fait chez Beckham. Même si je pense que c'est ça, le mec va très loin, mais c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est t'as des tocs qui sont, tu peux considérer comme étant une forme de rééquilibrage face à l'imprévu qui te cerne partout autour de toi. Moi, ce qui m'étonne avec Beckham, en tout cas, c'est ce que tu vois dans sa trajectoire, c'est la présence des hommes abusifs qui exercent un contrôle sur lui et tu vois le rapport au père, tu vois le rapport à Ferguson, tu vois le rapport à Capello. Même le propriétaire du LA Galaxy, quand il veut aller jouer à Milan, il y a ce rapport de force-là. C'est assez étonnant de voir cet homme-là, qu'on imagine justement libre à cause de sa fortune, se retrouver à ce point, en tout cas dans la mise en scène qui est proposée par le documentaire, en situation de vulnérabilité aussi de ce point de vue-là. Et le rôle de son père qui l'a complètement façonné comme. Mais le c'est père, Ferguson. parce que lui, il est de Londres. C'est un déraciné aussi, Beckham. C'est un Londonien qui part de chez lui en fait à 11-12 ans, à une époque où c'est pas forcément facile de communiquer avec sa famille. Tu sens qu'il a très rapidement voulu se recréer, en fait, si tu veux, une bulle, une espèce d'environnement, de cocon. C'est abusif, je sais pas, JB. Je sais pas si je dirais que Ferguson est abusif. Il est peut-être dur, mais je sais pas s'il est vraiment dans la manière dont il raconte la gestion du transfert. Mais c'est parce que c'est deux personnes qui se comprennent pas, c'est deux mondes qui vous en avez parlé, c'est deux mondes qui se comprennent pas du tout. Mais après il a agi de la même façon avec Jaap Stam qui l'avait débiné dans son livre, il l'a sorti directement. Il a sorti Roy Keane qui pareil qu'il était allé chercher à Nottingham Forest, il l'a sorti Manu Militari. Je pense que c'est un type de management. John Carlin évoque dans son bouquin qui date de 2005. Alors, il évoque l'inimitié qu'entretient Ferguson pour Victoria. Ouais. Et il évoque aussi l'idée que Ferguson vit assez mal que les projecteurs soient braqués uniquement sur Beckham. Et que mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a vachement souffert, Ferguson. Ferguson, il est arrivé. C'est Ferguson. Il était à 2 doigts de se faire virer. Il a mis des années, il gagne une cup, c'est ce qu'il sauve. Et il se dit que le Manchester moderne, c'est lui qui l'a bâti. Donc en fait, c'est vrai qu'il supporte pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Peut-être le seul dont il a accepté l'insubordination, c'est Cantona. Quasiment, en fait.
durant Oui, son. mais pareil, qui crée un peu, qui crée un peu ex nihilo. C'est une sorte de syndrome de Pygmalion. C'est-à-dire que Kanto, il va le chercher à Leeds. Il fait quand même pas une saison complète à Leeds. Et, En et- fait, surtout que à la base, il le voulait même pas. Donc, C'est ouais, ça qui est assez. c'est pas lui qui va chercher au départ. Non, Il va en chercher fait, un. Voilà. il va chercher un autre joueur, mais surtout que il a gagné le titre l'année d'avant, Cantona à Leeds, mais il est mis de côté en fait très rapidement. Mais non, c'est vrai que le management de Ferguson, je trouve que le documentaire est assez dur avec Ferguson, très franchement. Je le trouve assez sévère en fait avec Ferguson. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il est à l'image de Ferguson. En vrai, je trouve il est présenté de la façon dont moi je visualise Ferguson en fait. Un Bah, mec un peu dur, etc. Et je trouve qu'il a toujours eu cette image-là et ouais. c'est pour ça que je le trouve pas particulièrement dur. Quand tu lis les bouquins qu'a écrit Ferguson, et notamment son bouquin sur le leadership, il corrige quand même ça. C'est-à-dire que tu imagines que derrière, tu as toute une stratégie qui amène ça. Ce qui n'empêche pas l'ego, ce qui n'empêche pas le problème du positionnement. Mais c'est vrai que dans le récit qui est proposé, moi, je le vois vraiment comme oppressif, abusif, imposant une autorité finalement descendante. Bon, après, clairement dominateur. Après, c'est ouais. vrai que le football de haut niveau est pas du tout un football, C'est ça, voilà. Oui, un c'est pas, univers de gens équilibrés, quoi. C'est pas voilà. du tout. C'est pas Europe Écologie Les Verts, tu vois. Ouais. C'est pas des gens qui Non, mais il discutent. faut voir aussi C'est l'atmosphère une anglaise jungle, quoi. La bienveillance, tout l'atmosphère ça, du football anglais de l'époque. Les entraîneurs devaient aussi être un peu protecteurs parce que c'est l'époque de la drinking culture, de la lad culture. Il y a toute une génération de footballeurs anglais qui s'est gâchée en partant de Liverpool-Manchester pour aller faire la fête à Londres tous les samedis soirs, tous les Jamie Ça, c'est vrai Redknapp. que Ferguson est un des derniers, peut-être avec Wenger, à avoir cette figure d'entraîneur mentor, d'entraîneur père de substitution. Ça pourrait être un sujet qu'on pourrait traiter, peut-être. Il a tout appris de Giroud. Giroud. Ouais, c'est voilà. Qui a tout appris de Giroud. Exactement. Où j'en parlais avec un agent l'autre jour, de l'idée que longtemps les entraîneurs avaient cette fonction de père de substitution, même pour les gamins qui venaient. Ils les orientaient dans la vie, ils leur collaient des baffes quand il fallait leur coller des baffes. Il y avait cette idée hiérarchique d'une pédagogie un peu frontale, mais finalement un Quand tu chemin vois le lien initiatique. Wea Wenger, par exemple, c'est impressionnant. Voilà, qui étaient vraiment des types qui les sortaient. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant avec Ferguson, c'est qu'il y a énormément de joueurs qui le considèrent comme un père de substitution. Ça, c'est étonnant d'avoir autant d'enfants. Oui, c'est comme ça que Beckham est présenté dans le. Ouais, Bah, Beckham, parce qu'il a pris sous son aile à 12-13 ans. ans. C'était très rare à l'époque qu'il y ait Ryan des joueurs qui Giggs, traversent l'Angleterre. Phil Neville, toute la bande de 92, ils sont tous Paul Scholes, tu vois, c'est des. Et donc, il n'y a plus vraiment cette figure-là. Il n'y a plus cette figure de l'entraîneur père de famille, quoi. Tu vois, Parce qu'il reste pas assez longtemps déjà d'une. Enfin, il reste Big Sam. Je sais pas s'il est toujours. Allardyce. Ouais, Allardyce. Non, il est descendu les dernières avec Leeds et je pense que ça va être compliqué de retrouver un boulot. Voilà. Il y avait lui un peu cette génération-là, mais sinon, même chez nous, il y avait Giroud, et puis maintenant, il n'y a plus vraiment les. D'un côté, parce que les joueurs n'en veulent plus, parce que c'est plus vraiment. Antonetti un peu, peut-être Antonetti un tout petit peu aussi. Un peu paternaliste avec certains joueurs. Moi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça se passe mal ça s'est mal passé pour Genesio à Rennes. Parce que lui, il est là-dedans, et les joueurs plus du tout. Ça sent la vie tranchée dans l'after là. Ouais. Donc non, pour dire qu'il y a ça, et Beckham a joué le jeu, en fait. C'est encore une fois, là, c'est vraiment la transition parfaite, c'est le joueur. S'il fallait résumer l'évolution du football de ces 30 dernières années en un seul joueur, ce serait David Beckham, sans hésiter. Il résume à lui seul tout ce qu'est le football, et en même temps, ce qui est extraordinaire avec Beckham, et on le voit, et je suis content que ce film soit réussi pour ça, c'est qu'on voit que c'était un putain de joueur, quoi. C'est un putain de joueur, quoi. Moi, j'ai adoré son passage où il finit en 8 aussi. C'est un mec sympa, quoi. C'est vraiment le mec sympa par excellence, l'anglais sympa. Le mec qui se défonce, mais en même temps, après, qui va aller boire un coup. C'est le mec qui faisait des barbecues avec Christophe Jallet et Marco Serra, quoi. Ouais, et Nico Douchez, c'est ça. C'est fou. Ce qui est marrant. Tu vois, c'est vraiment le joueur de foot, quoi. C'est le joueur de vestiaire. Le mec, t'es content de l'avoir dans ton vestiaire. Et pareil, t'en as plus beaucoup des joueurs. C'est vraiment un peu un joueur à l'ancienne, Beckham.
il reste un mec à l'ancienne, alors que toute la façade et tout l'univers. D'ailleurs, Carlin dit Beckham, c'est pas un joueur, c'est une industrie. C'est vraiment ça, c'est qu'il est devenu une industrie, une marque. Mais C'est au le quotidien. premier joueur CEO, c'est le premier joueur PDG en fait Ouais. de son. Et d'ailleurs, dernière remarque, tu disais qu'il y a une loi Beckham qui a été Ouais. votée aux États-Unis. Une loi Beckham a aussi été votée en Espagne quand il est arrivé, qui était pour un régime Sur le statut d'impatriation fiscal, c'est pas ça? favorable. Ouais, régime Oui, d'impatriation, pour fiscal. les impatriés, c'est-à-dire pour les étrangers qui ont un salaire de plus de Ouais. 600 000 euros, qui contribuent à hauteur seulement de 24%, de 49%. Et Mais donc, quand on regarde l'impact que ça a eu c'est sur un la joueur, MLS, c'est c'est le absolument game énorme. changer, quoi. Vraiment, c'est Ouais. le low changer, le lay changer. Mais là, c'est dingue, c'est que Le low vraiment changer. Beckham, en étant un simple joueur et un simple franchisé, il a révolutionné 2 fois en fait la ligue qui est le plus en croissance au monde. Là, quand même, sa franchise, il a fait x40 en fait en 6 ans. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est plus que nous. C'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Je te confirme. JB, tu veux le mot de la fin ou on clôture là-dessus? Non, j'ai envie de dire qu'il ressemble assez bien à tout ce qu'on peut dire de quelqu'un qui a un physique comme le sien, c'est-à-dire qu'on le sous-estime, on l'oublie, et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que quand tu vois l'impact qu'il va avoir sur le jeu, mais sur l'évolution finalement, la manière dont on construit le jeu, on en reste toujours à son physique de modèle et de mannequin, quoi. C'est-à-dire qu'on le pense encore comme un abruti. C'est vrai. Et bah parfait, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup JB, merci beaucoup les gars pour cette émission sur David Beckham, joueur que j'ai finalement très peu vu jouer et dont j'ai pris beaucoup de plaisir à voir le documentaire parce que j'ai pu revoir des images que j'avais quasiment jamais vues. Nous, on est la génération qui l'a vraiment vu jouer. Val, très qui a peu, vraiment moi. commencé à suivre, à regarder le foot quand il était déjà au Galaxy, où c'est vraiment Ouais, c'est sa ça. dernière année au Real. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période-là, moi. C'est ça qui... Parce qu'on regardait c'est ça pas la qui est MLS, marrant. qu'il n'y avait pas d'image et que sa fin du Real, on était jeunes encore. Moi, j'habitais à New York à l'époque où il a signé en fait au Galaxy et sur les chaînes publiques, c'est mon match passé en priorité par rapport au match de saison régulière de NBA. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Ouais. Très bien. Bon les gars, petite recommandation quand même avant de clôturer cette émission. David? Ballers. Donc, je vais rester sur. Alors, c'est une série où il y a 4-5 saisons. C'est coproduit par The Rock. Et c'est le parcours d'un ancien joueur de foot américain devenu agent. Ça traite pas mal de sujets actuels, la dépression, la démence due au choc des joueurs de football américains, le business des agents, le business du rachat de franchise. C'est très romancé, mais c'est très bien fait. Donc, C'est quoi, c'est un doc? non, c'est une série. C'est sur quoi? Je crois que c'était une série HBO, non? HBO, et Ouais. il faut que je vois sur quoi c'est encore retransmis, mais c'est vraiment, vraiment bien. Ouais, c'est top. Je te laisse faire ta petite recherche sur le canal de diffusion en attendant que JB nous donne sa recherche. Tu veux parler sur un autre ton, cher ami là Qu'est-ce qu'il a là Oh, ça va, c'était pas très le agressif. stagiaire là qu'est-ce que... Non, mais c'est parce Ah, qu'il il a encore des cheveux, il a plus de cheveux que nous là. Voilà ça. Bah voilà. Ça m'intéresse quand même de savoir Ah, sur ça a quel pas duré, plateforme mon c'est, ami. non? Dès qu'il vient Je me sais pas. stocker en Mais non, week-end. mais c'est pour ça. C'est pour raccourcir l'émission, pour Ouais, éviter c'est que ça. ce soit trop long. Je donne Il la vient- parole à JB le temps que Ouais. David cherche. Il vient, Ça, il c'est vient- il gonflant, vient me quoi. stocker pendant que je suis en train de claquer mon pognon. C'est à la Toulouse génération, le tu sais, week-end. le travail est pas important, le travail est secondaire, tu vois. Ouais, Ils veulent bien vraiment sûr, c'est pas Ouais, ça ça arrive à 9h et tout, ça bosse pas. Enfin, Connard. c'est un enfer. quoi. Bon, va je quand vous même laisse faire le montage de l'émission après, les gars, si vous Ça va voulez. quand même à Deauville en week-end. Hein. Ah, c'est ça. Ouais, c'est bah, qui c'est qui ça. paye Ah bah c'est les héritiers tout ça. hein. Ah bah tiens. Tiens. Bon, Ok. j'avais quand même noté. une reco à faire moi les gars. Donc Vas-y. au départ j'étais parti sur un bouquin puis finalement je vais aller sur le film de Fincher qui est dispo sur Netflix, The Killer. Ça ressemble plus au Samouraï de Melville qu'au film de John Woo. C'est plutôt pas mal de voir Fassbender comme ça. Le film n'est pas extraordinaire, mais il mérite d'être vu, justement parce qu'il est extrêmement aride. Et c'est cette aridité-là qui dit aussi beaucoup de l'époque. Voir un tueur à gages qui ressemble de loin à un touriste allemand en train d'aller régler son compte aux quatre coins du monde dans un univers où il n'y a quasiment pas d'humanité, bah, ça fait beaucoup penser à Social Network et ça pourrait très bien se passer dans le monde du football. Donc je vous conseille.
Thibaut Moi, je vais vous recommander, pour les gens qui veulent s'initier à la philo, un bouquin que je suis en train de lire, j'ai quasiment fini là. Vous connaissez peut-être Charles Pépin. Oui, tu nous l'avais J'avais recommandé parlé dans de son une. recommandé sur les vertus de l'échec. Les vertus de l'échec, ouais. Il est très bien. Il a sorti un récemment qui s'appelle Vivre avec son passé, une philosophie pour aller de l'avant. Alors, c'est pas une recommandation dédiée uniquement aux Lyonnais, c'est valable pour tout le monde. Et, Neymar, si tu nous entends. Neymar, voilà. Et donc, je recommande parce que je trouve que Charles Pépin a un vrai talent de vulgarisateur dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il parle de philosophie, il parle pas de développement personnel, il parle pas de pensée positive et toutes ces saloperies. Il pense vraiment à partir de textes philosophiques qui croisent avec aussi les neurosciences. Et il avance comme ça en proposant des idées. Et là, par exemple, vivre avec son passé, donc on peut tout savoir. Il parle d'un texte de Bergson, et à partir autour de Bergson, il établit comme ça, il parle notamment de Zlatan Ibrahimovic à un moment. Et il vulgarise très bien. Et c'est quelqu'un qui donne envie de lire des textes philosophiques. Des vrais textes, parce que ça reste c'est de la philosophie pratique, c'est pas la philosophie qu'on étudie. En revanche, c'est une philosophie qui est vraiment, je crois, un sens parce qu'elle est très utile. Donc, je vous encourage à lire ses travaux, à suivre ses travaux, et en particulier ce dernier bouquin, donc le chat. Ah oui. Merci beaucoup Thibaut et Flo, je te laisse enchaîner. Eh ben, c'est une pièce de théâtre sur laquelle on a eu le plaisir d'être invité semaine dernière, donc Duras Platini au théâtre de la Reine Blanche. Je peux dire une anecdote, je connais la metteur en scène qui a notamment collaboré à l'origine du projet. Ouais, on a parlé de toi, on a beaucoup rigolé sur toi. D'accord, vous l'avez rencontré. Oui. Ouais, très sympa. Je sais pas si je vais pouvoir y aller, mais c'est bien. C'était très bien. C'était très bien. On a passé un super moment. C'était vraiment une super découverte. Et donc, effectivement, la metteur en scène, Barbara Chanu. Voilà, Barbara. Exactement. Et on a passé un super moment. Donc, au théâtre de la Reine Blanche, il reste que quelques dates. Je crois, Val, ça termine à la fin du mois, là. Ouais, je crois que c'est 25 novembre la dernière date. Il doit pour en les rester dates 2 cette semaine. Et après, ils partent en tournée province et festival. Il avait un chat. Je savais même pas qu'il avait un chat. Ouais, j'ai un nouveau chat. Un petit. Il a 3 mois, mais il fait que bouffer. Donc, on a l'impression qu'il a 6 mois déjà. Voilà. Bon, pour les gens qui nous écoutent pas, vous aurez compris que qui nous écoutent, vous aurez compris que Thibaut a un nouveau chat. Exactement. Mais donc voilà, on vous conseille d'y aller pour les dernières dates. Je crois que c'est déjà bien rempli sur les dernières, mais sinon n'hésitez pas sur les. De quoi ça oui, parle, tu vois ça. Oui, exactement. C'est une pièce de théâtre sur la rencontre qui a été faite dans les locaux de Libération peu de temps après la retraite de Michel Platini, entre Michel Platini et Marguerite Duras. Je crois que c'est 10 ou 9 ans avant la mort de cette dernière. Et c'est un entretien qui a été à retrouver dans les colonnes de Libération, mais qui a duré aussi beaucoup plus longtemps et qui est complètement retranscrit dans la pièce de théâtre et qui est très bien retranscrit et très bien joué. Ouais, avec des petits monologues qui sont rajoutés de la part de Platini et Marguerite Duras. Je parle de cette interview mythique que Guardiola avait au-dessus de son bureau pendant longtemps, dans Éloge du style de Guardiola. C'est comme ça que j'ai connu l'existence de cette interview, que je suis allé rechercher. Et, effectivement, c'est une interview assez lunaire. Et Barbara en a fait une pièce de théâtre. Ouais. Donc on vous conseille. Et du coup, on s'est pris au jeu, mais même en discutant avec Barbara, on s'est dit quel intellectuel aujourd'hui en France, on va rester à l'échelle française, pourrait interroger quel joueur aujourd'hui pour que ça fasse quelque chose d'intéressant. Donc on Ryan Cherki, Bernard Henry. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit, c'est des noms qui ressortaient. Ce serait clairement Mbappé. Cherki BHL, alors là, moi je signe direct. Benzema, Mbappé, Benzema, Finkielkraut. Ouais, Finkielkraut, Benzema. Ouais. Bah, c'est marrant, c'est que des noms qu'on a ressortis en vrai. Ouais, exactement. Benzema, Welbeck, Benzema, Finkielkraut. Non, mais parce qu'en l'occurrence, Duras. Elisabeth Lévy, Youssef Attal. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que Duras connaît rien du tout au foot et qu'elle y va. Bon, elle est totalement perchée. Elle dit à moitié n'importe quoi pendant toute l'interview. Mais Platini est marrant dans sa manière. Maznev, Zahir Emery. Non, il est trop jeune. Sinon, on s'est dit Thibaut Leplat avec un capot de groupe ultra, peut-être. On s'est dit ça pouvait être sympa. Comment il s'appelle le mec de Lyon là Silvestri, non? Ah ouais, ça y est, c'est mort. Ça y est, c'est moi, j'ai une. Bon, voilà. Non, j'arriverai pas à parler, moi. Et bon, je vais clôturer ces recos qui durent extrêmement longtemps en vous lisant le sous-titre d'un article que je vais vous recommander. Sorti tout droit de la culture pub, associé au triptyque alcool, cigarette et ventre à bière.
Les fléchettes sont devenues l'un des sports les plus hype du moment, avec ses prize money, tour distance, ces tournois qui font salle comble à travers le monde et ces champions charismatiques. Tu l'as dit, c'est évidemment écrit par Swan Borsellino, ex de SoFoot. C'est dans l'équipe Explore et c'est hyper bien foutu. C'est exceptionnel. Alors moi, j'allais voir les championnats du monde de fléchettes qui sont retransmis sur Sky et j'allais le voir à l'O2, moi. C'est diffusé sur l'équipe, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ça commence le 15 décembre, les championnats du monde. Donc c'est le moment de lire ce truc-là pour regarder ce genre de trucs, pour regarder ces championnats qui sont vraiment des trucs hyper sympas à regarder et surtout dans des salles mais remplies et avec honnêtement, l'ambiance elle est exceptionnelle. Exceptionnel. C'est l'alcool qui. Ah bah oui, c'est sobre, c'est moins marrant. Je ne le recommande pas pour rien. Surtout aux brasseurs. Mais voilà, je le recommande pas pour rien, évidemment, tu te doutes bien, Thibaut. Et voilà, donc sur l'équipe Explore, je vous recommande ces super articles. Les gars, merci. Encore une fois, une émission très intéressante en votre compagnie. Évidemment, une émission plus riche que nous. Plus riche que nous. Ce qui est pas très compliqué, a priori, on va pas se mentir. Envoyez vos dons. Voilà, exactement. Tu as fait toute la transition. Envoyez vos dons. Vous avez les liens sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Vous savez où les retrouver. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, puisqu'on est mardi, on enregistre lundi soir, mais on est mardi aujourd'hui. Une très bonne journée, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, ciao à tous. Salut, ciao.